Salut! Et si on faisait une petite expérience qui ressemble un peu à de la magie, mais qui est 100% scientifique? Aujourd'hui, on va voir comment on peut superposer des liquides sans qu'ils se mélangent, et même faire léviter des objets. Tout ça pour comprendre un concept super important, la densité. Alors, la question de départ, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment empiler des liquides les uns sur les autres, un peu comme des briques? Ça paraît bizarre, non? Normalement, tout se mélange. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Pour fabriquer notre petite tour de liquide, pas la peine d'aller chercher du matériel compliqué. Un petit tour dans la cuisine suffit. On a juste besoin d'un peu d'eau, de sirop et d'huile. C'est aussi simple que ça. Allez, on commence. Étape numéro 1, on met en place les fondations, on verse tout simplement de l'eau dans un verre. C'est notre base. Et c'est là que ça devient intéressant. On ajoute le sirop, tout doucement, et là, regardez bien, il ne se mélange pas du tout à l'eau. Il la traverse carrément et va se déposer tranquillement tout au fond du verre. Et pour la touche finale, on ajoute l'huile, mais elle, au lieu de couler comme le sirop, elle reste à la surface, elle flotte juste au-dessus de l'eau. Et voilà, on a notre tour à 3 étages bien distincts, sirop tout en bas, eau au milieu et huile tout en haut. Bon, la tour est faite, mais la vraie question, c'est pourquoi ça ne se mélange pas? Quel est le secret derrière tout ça? Pour le découvrir, on va pimenter un peu l'expérience en y plongeant quelques objets. C'est le moment de tester tout ça. On va commencer avec quelque chose d'assez lourd, un écrou en métal. À votre avis, où est-ce qu'il va bien pouvoir s'arrêter? Et plouf! Bon, pas de grande surprise ici. L'écrou traverse la couche d'huile, puis la couche d'eau, et il atterrit tout au fond, dans le sirop. Ça, c'est notre point de référence. Allez, on continue. On va essayer avec un objet un peu moins évident. Disons un grain de raisin. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer cette fois-ci? Ah! Là, ça devient vraiment curieux. Le raisin passe à travers l'huile, il continue à travers l'eau, et hop, il s'arrête net juste au-dessus du sirop. Il flotte, comme en lévitation entre les deux couches. En fait, toute cette magie s'explique par un seul et unique mot, la densité. Pour faire simple, c'est juste une façon de mesurer à quel point la matière est tassée dans un certain volume. Pensez à une brique, elle est très dense. Et maintenant, une éponge. Elle est pleine d'air, donc elle est très peu dense. Alors, pourquoi le raisin s'est arrêté? Eh bien parce que le sirop est plus tassé, plus dense que lui. Par contre, le raisin, lui, est plus dense que l'eau, et c'est pour ça qu'il a pu la traverser sans problème. C'est simple, chaque chose cherche sa place. On continue les tests. Prochain candidat, un bouchon de bouteille en plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. La question reste la même. Où va-t-il s'arrêter? Et voilà le résultat. Le bouchon traverse la première couche, l'huile, mais il s'arrête juste au-dessus de l'eau. Il flotte parfaitement entre les deux. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? C'est tout simple en fait. Le bouchon a coulé dans l'huile, ce qui veut dire qu'il est plus dense que l'huile. Mais comme il flotte sur l'eau, ça veut dire qu'il est moins dense que l'eau. Chaque objet va donc couler jusqu'à ce qu'il rencontre un liquide qui est plus dense que lui, et là, il s'arrête. Allez, dernier test. Et cette fois, on prend un objet complètement différent, un petit morceau d'éponge. C'est super léger, c'est plein de vide, on peut s'attendre à un résultat différent. Et le verdict tombe. L'éponge reste fièrement à la surface. Elle ne traverse même pas la première couche d'huile. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est moins dense que tous les liquides qu'on a mis dans le verre, y compris l'huile. Alors, si on résume un peu tout ça, ce tableau, c'est parfait. On voit bien l'échelle. L'écrou, le plus dense, va tout au fond. L'éponge, la moins dense, reste tout en haut. Et entre les deux, le raisin et le bouchon ont chacun trouvé leur niveau, leur point d'équilibre. C'est une véritable échelle de densité qu'on a sous les yeux. Donc, la grande règle à retenir de toute cette histoire, elle est finalement très simple. Un objet flottera toujours sur un liquide qui est plus dense que lui. C'est ça le secret de notre tour de liquide. Et maintenant, place à l'expérimentation. Qu'est-ce qui se passerait avec une petite tomate, un trombone ou même un bout de bougie? Chaque nouvel objet est une petite énigme à résoudre. L'exploration ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour d'autres découvertes. Imaginez un instant, une force sur Terre tellement colossale qu'elle en devient presque invisible. Oui, une puissance cachée juste là, sous nos pieds. Une force qui ne construit pas de montagne, non, mais qui, en silence, accumule une énergie capable de redessiner le monde tel qu'on le connaît. C'est ça, la menace silencieuse des supervolcans. Et voilà, cette image, elle résume parfaitement une vérité fondamentale. Sous des paysages qui nous semblent si calmes, si paisibles, eh bien, se cachent des forces géologiques absolument titanesques. C'est précisément là qu'on entre dans le monde des supervolcans. Bon, on va tout de suite mettre de côté l'image d'Épinal, vous savez, le volcan classique en forme de cône qui crache de la lave. La force dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus subtil et d'infiniment, infiniment plus grand. Alors, concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre un supervolcan et le volcan qu'on imagine tous? Eh bien tout en fait.
C'est une question d'échelle, de forme et d'une puissance de destruction qui dépasse presque l'entendement. La différence, elle est juste fondamentale. D'un côté, le volcan classique, une montagne, une menace qu'on voit. De l'autre, le supervolcan. Et là, souvent, il n'y a même pas de montagne. Rien. Juste une immense dépression dans le sol, comme une cicatrice. Et la puissance, alors là, on parle de l'indice d'explosivité volcanique, le VI. Pour un supervolcan, on passe à 8, voire plus. Ce n'est plus une éruption, c'est un événement méga colossal. Et cette fameuse dépression, elle a un nom, une caldeira. Attention, elle ne se forme pas parce qu'une montagne grandit. C'est tout l'inverse. C'est le sol qui s'effondre littéralement après qu'un réservoir de magma absolument gigantesque s'est vidé. C'est en quelque sorte la signature laissée par une éruption passée d'une violence inouïe. VE8. Retenez bien ce chiffre. C'est le seuil minimum pour parler de super-éruption. Pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire, c'est des milliers de fois plus puissant que l'éruption du Vésuve qui a rayé Pompéi de la carte, ou même celle du mont Sainte-Hélène, qui était déjà monstrueuse. Et là, voici le moteur de la bête. Une chambre magmatique gigantesque. Il faut s'imaginer un véritable océan de roches en fusion qui, sur des centaines de milliers d'années, accumule une pression colossale. C'est un peu comme une cocotte minute de la taille d'une grande métropole qui chaufferait très lentement. Allez, on quitte un peu la théorie pour passer au concret. Et pour ça, il n'y a pas d'exemple plus célèbre, plus étudié que le supervolcan qui sommeille sous le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Ce qu'on voit à Yellowstone en surface, vous savez, les fameux geysers, les sources chaudes, ce que des millions de touristes viennent admirer chaque année, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, c'est un autre monde. Un système ultra complexe avec une première chambre magmatique, puis un réservoir encore plus vaste connecté directement au point chaud du manteau terrestre. En fait, toute cette activité en surface, ce n'est rien d'autre que la lente respiration du géant. Et ce géant, il ne fait pas que respirer. Il a déjà montré sa fureur par le passé. On sait qu'il a connu au moins 3 super-éruptions. La dernière, c'était il y a 640 000 ans. Elle a été si massive qu'elle a littéralement sculpté la caldeira qu'on peut observer aujourd'hui. Bien sûr, ces événements sont rarissimes, mais ils font partie d'un cycle. Mais attention, endormi ne veut pas dire mort, loin de là. L'activité, elle, est constante. Les geysers, bien sûr, mais aussi les milliers de petits séismes enregistrés chaque année. Et surtout, le sol. Le sol qui gonfle et se dégonfle de plusieurs centimètres. Tout ça, ce sont des preuves que le magma bouge, qu'il est actif, juste sous la surface. Bon, on a bien compris que le système est actif. La question qui vient tout de suite après, c'est quel serait l'impact si le pire arrivait? La réponse est simple et assez glaçante. Les conséquences ne seraient pas locales, pas du tout. Elles seraient planétaires. Alors, essayons de visualiser. Tentons de se projeter dans ce scénario catastrophe. Que se passerait-il, vraiment, le jour où un supervolcan comme Yellowstone se réveillerait pour de bon? C'est un effet domino absolument terrifiant. D'abord, l'éruption elle-même. Elle projette des milliards de tonnes de cendres et de gaz de soufre très haut dans la stratosphère. Ensuite, ces particules forment une sorte de voile qui bloque la lumière du Soleil. C'est ce qu'on appelle un hiver volcanique. Les températures chutent sur toute la planète. Troisième étape, sans soleil, plus de photosynthèse. Les plantes meurent, les chaînes alimentaires s'effondrent, ce qui mène à des famines mondiales. Et enfin, notre société moderne, avec ses transports aériens, ses réseaux électriques, toutes nos infrastructures, s'effondreraient sous le poids des cendres. Face à une menace pareille, la question est évidente et cruciale. Est-ce qu'on pourrait le voir venir? Est-ce qu'on est capable d'anticiper le réveil d'un de ces géants? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas complètement aveugle face à ça. La science a développé des outils incroyablement sophistiqués pour surveiller ces zones 24 heures sur 24. On a des réseaux de sismomètres qui enregistrent la moindre vibration, des GPS qui mesurent les déformations du sol au millimètre près, on analyse la chimie des gaz qui s'échappent pour voir si quelque chose change. C'est un peu comme si on prenait en permanence le pouls du volcan. Mais, et c'est là toute la limite de notre technologie actuelle, prédire le quand exact, ça reste impossible. Les scientifiques peuvent détecter des signes d'agitation, oui, ils peuvent voir qu'un réveil est possible, peut-être des années, voire des décennies à l'avance, mais ils ne peuvent pas donner de date. On peut voir que l'horloge s'accélère, mais on ne sait pas à quelle heure précise l'alarme va sonner. Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée assez profonde, finalement. L'étude des supervolcans, ce n'est pas juste une question de science, c'est une vraie leçon d'humilité. Ça nous rappelle que notre planète abrite des forces qui nous dépassent complètement et que notre survie, au fond, dépend de notre capacité à comprendre et à respecter ces géants silencieux. La vraie question, c'est, est-on prêt à les écouter? On a l'impression que le sol sous nos pieds est stable, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, il est en mouvement constant. Les tremblements de terre sont la manifestation la plus spectaculaire de cette activité. Mais qu'est-ce qui provoque exactement ces secousses qui peuvent transformer nos paysages en quelques secondes? C'est ce qu'on va voir ensemble.
Pour bien saisir ce que ça implique, on va commencer par une histoire. Ou plutôt, par plein d'histoires, toutes nées du même et unique événement. Jetez un œil à cette carte. Chaque petit point représente le témoignage d'une personne lors d'un tremblement de terre en France en 2014. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul séisme, un seul épicentre, mais l'expérience vécue a été radicalement différente d'une personne à l'autre. Alors comment c'est possible ? Un seul et même événement, mais des ressentis complètement différents. Ça soulève une question vraiment fondamentale qui va bien au-delà de cette simple carte. Et la réponse, eh bien pour la trouver, il faut aller voir ce qui se passe sous nos pieds, au cœur même de la mécanique de notre planète. C'est vraiment là que tout se joue. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, pourquoi est-ce que la Terre tremble ? L'idée principale à retenir, c'est l'énergie. Il faut s'imaginer une cassure, là, d'un coup, dans la croûte terrestre. Une faille qui lâche. Toute l'énergie qui s'était accumulée, paf, elle est libérée d'un seul coup. Et elle se propage sous forme d'ondes. C'est un peu comme quand on lance un caillou dans l'eau, on voit bien les ondulations. Eh bien, c'est exactement ça qu'on ressent à la surface. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on place tous ces séismes sur une carte du monde, on se rend compte de quelque chose d'assez fou. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard. On dirait que la Terre a des sortes de cicatrices, des lignes bien précises où ça casse tout le temps. Et ces lignes, justement, elles nous révèlent un secret immense sur notre planète. Elle est constamment en mouvement. C'est de là que tout part. En fait, la surface de la Terre, ce n'est pas une coquille lisse et unie. Non, c'est plutôt un immense puzzle fait de morceaux géants. Ce sont les fameuses plaques tectoniques. Et là, c'est flagrant, si on superpose la carte des séismes, les points rouges correspondent quasi parfaitement aux frontières de ces plaques. C'est vraiment là, à la jonction, que l'action se passe. Il ne faut pas croire que ces plaques glissent tranquillement les unes à côté des autres, pas du tout. Elles se rentrent des dents, elles s'écartent, elles se frottent. Imaginez un peu la tension, la pression qui s'accumule le long de ces frontières sur des centaines, des milliers d'années. Eh bien, un tremblement de terre, c'est tout simplement le moment où cette tension devient insoutenable et crac, tout se relâche d'un coup. Et justement, cette libération d'énergie, ça nous amène à deux mots très importants qu'on confond souvent, mais qui sont pourtant bien différents, la magnitude et l'intensité. Alors, la magnitude, c'est la mesure de l'énergie brute qui est libérée à la source même du séisme. Cet endroit, on l'appelle le foyer, et il est souvent à des kilomètres de profondeur. L'intensité, par contre, c'est autre chose. C'est ce qui est ressenti à la surface, juste au-dessus, à l'épicentre, et tout autour. Donc, pour faire simple, un séisme n'a qu'une seule magnitude, c'est sa carte d'identité en quelque sorte. Un peu comme une ampoule qui a une puissance fixe, disons 100 watts, mais l'intensité de la lumière, elle, dépend de l'endroit où on se trouve. Plus on est loin, moins c'est intense. C'est exactement pareil pour un séisme. Et ça explique parfaitement la toute première carte qu'on a vue. Pour se faire une petite idée de ce que ça représente, le plus gros séisme jamais enregistré, c'était au Chili en 1960. Il a atteint une magnitude de 9,5, c'est juste colossal. L'énergie libérée était des milliers de fois plus puissante que celle de la bombe d'Hiroshima. Ça donne le vertige. Ok, les chiffres c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand toute cette énergie arrive à la surface ? Quels sont les effets réels d'un tremblement de terre ? Faut savoir que chaque année, on compte environ 200 séismes d'une magnitude de 6 ou plus. Ça fait presque un tous les 2 jours, quelque part dans le monde. Heureusement, la plupart du temps, ça se passe dans des zones désertes. Mais le problème, c'est que les secousses, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un gros séisme peut déclencher des tsunamis absolument dévastateurs. Il peut transformer un sol qui paraissait super solide en une sorte de boue liquide, c'est la liquéfaction, ou encore provoquer d'énormes glissements de terrain. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Si le sol sous nos pieds est en mouvement perpétuel, ça veut dire quoi au fond être sur la terre ferme ? C'est un rappel assez puissant qu'on vit sur une planète qui est bien vivante, dynamique et qui change tout le temps. Une réalité qui finalement nous force à revoir complètement notre idée de la stabilité. On a tous en tête cette image, Ces dunes de sable immenses qui avancent, qui engloutissent tout. C'est spectaculaire. Mais et si cette image était, fausse ? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer ce qu'est la désertification pour comprendre ce qui se passe vraiment pour notre planète. Voilà. C'est ça, l'image d'Épinal. Cette vague de sable qui semble inarrêtable. On l'a vu dans des films, dans des reportages, c'est une idée qui marque les esprits, c'est sûr. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est juste ? Eh bien, la science, elle nous dit non. L'histoire est en fait bien plus subtile. Le vrai souci, ce n'est pas tant des déserts qui avancent comme une armée. Non, le vrai drame, c'est celui des terres qui étaient vivantes et qui se dégradent, qui perdent leur vitalité en quelque sorte. Et ça, cette différence, elle est fondamentale. Ok, alors mettons les choses au clair. Si on oublie cette image de désert conquérant, qu'est-ce que ça veut dire exactement la désertification ? Alors voilà, la définition officielle nous le dit, le mot-clé c'est dégradation. On ne parle pas de la naissance d'un nouveau Sahara, non, on parle de la mort lente, de l'épuisement d'une terre qui était là avant. Un processus qui la rend stérile, moins productive, et, point super important, un processus où les activités humaines ont un rôle central. Pour que ce soit bien net, faisons la distinction.
La désertification, c'est le sol qui tombe malade, qui se dégrade. La sécheresse, c'est différent. C'est un manque d'eau, un manque de pluie. C'est un phénomène météo qui, bien sûr, peut rendre les choses pires, mais ce n'est pas la cause. Et pour ce qui est du désert qui avance, eh bien, en réalité, ses limites bougent. Elles fluctuent au gré des saisons des pluies. C'est beaucoup moins spectaculaire. Bon, maintenant qu'on a la bonne définition, allons plus loin. Menons l'enquête. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut remonter le fil, un peu comme si on pelait un oignon. On va enlever les couches les unes après les autres pour arriver au cœur du problème. La toute première couche, la plus extérieure, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Ce sont les symptômes en fait. Une terre toute craquelée, qui devient pauvre, la végétation qui s'en va, et puis ce sol mis à nu que le vent et la pluie emportent. C'est le constat visible. Juste en dessous de ces symptômes, on trouve les causes directes. Et là, on parle d'actions humaines très concrètes. Par exemple, trop de bétail qui broute au même endroit, ce qu'on appelle le surpâturage. Ou bien des cultures qui ne sont pas adaptées et qui épuisent la terre. Ou encore, bien sûr, le fait de couper trop d'arbres. Ok, mais pourquoi? Pourquoi c'est pratique? On passe à la couche suivante. Et là, on touche à des choses plus profondes. La pression démographique, par exemple. Plus de monde a besoin de vivre sur des terres qui sont à la base déjà fragiles. Et là-dessus, on ajoute des facteurs qui n'arrangent rien, comme une grosse sécheresse, qui vient jeter de l'huile sur le feu. Et enfin, on arrive au cœur de l'oignon, les causes fondamentales. Là, c'est encore plus large. On parle de dynamique de société. La pauvreté, par exemple, qui force des gens à surexploiter la terre juste pour survivre au jour le jour. Ou encore des crises économiques, des politiques de développement qui ont été mal pensées et qui ne protègent pas l'environnement. Ce qui est fascinant et un peu vertigineux, c'est de voir à quel point tout est lié. Chaque niveau est connecté à l'autre. Une décision économique prise à l'autre bout du monde, une politique nationale, tout ça peut avoir des conséquences très directes sur un petit lopin de terre à des milliers de kilomètres de là. C'est une véritable toile d'araignée de cause et d'effet. Mais attention, ce n'est pas fini, parce que cette chaîne de causes, elle ne fait pas que se suivre en ligne droite. Non, elle crée une boucle, un cycle qui s'entretient tout seul, un vrai cercle vicieux. Et c'est là que le lien entre la Terre et le climat devient crucial. Alors, revenons-y une seconde, parce que c'est un point clé. La sécheresse dans tout ça. Est-ce que c'est elle, la grande méchante de l'histoire? La réponse, c'est plus compliqué que ça. Non, la sécheresse toute seule ne crée pas la désertification. Par contre, imaginez une terre déjà affaiblie par de mauvaises pratiques. Là, une sécheresse qui arrive, c'est la double peine. Elle va avoir un effet terrible, dévastateur. On peut dire qu'elle agit comme un révélateur, et surtout comme un accélérateur du problème. Et c'est là que la boucle se boucle, justement. On a vu que le climat, via la sécheresse, influence la Terre, mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce qu'une terre dégradée peut, à son tour, avoir un impact sur le climat? La réponse est oui, absolument, et de plusieurs manières. D'abord, un sol nu, sans végétation, va réfléchir beaucoup plus la chaleur du soleil. Ça peut changer les températures locales et même perturber les pluies. Ensuite, il retient moins bien l'eau, donc il y a moins d'humidité qui retourne dans l'atmosphère. Et puis, point très important, un sol en bonne santé stocke énormément de carbone. Quand il se dégrade, il relâche ce carbone, ce qui contribue au changement climatique. Voilà, le cercle vicieux est complet. Mais ce n'est pas tout. Au-delà du climat, il y a une autre victime. Une perte énorme et souvent silencieuse, la biodiversité. On a tendance à voir ces zones sèches comme des endroits un peu vides, mais c'est tout le contraire. Elles abritent une richesse incroyable, des plantes et des animaux qui ont développé des adaptations génétiques uniques pour survivre dans des conditions super difficiles. Et quand la terre se dégrade, eh bien tout ce patrimoine disparaît. On perd des variétés sauvages de plantes qu'on pourrait cultiver, comme le mie par exemple, on perd des plantes médicinales dont on ne connaîtra peut-être jamais les secrets, et on met en danger des écosystèmes entiers, comme des zones humides qui sont des étapes cruciales pour les oiseaux migrateurs. C'est une perte sèche et souvent irréversible. Bon, face à un tableau pareil, qui est quand même assez complexe, la question c'est comment on fait, comment on agit? Eh bien, la toute première étape, avant même de parler de solution, c'est de bien observer, de comprendre et de mesurer. Bref, de prendre le pouls de la planète. Et pour faire ça de manière organisée, les scientifiques et les décideurs utilisent un modèle, une sorte de grille de lecture. C'est un outil qui a l'air simple, mais qui est super utile pour structurer la pensée et l'action. Ce modèle, il fonctionne en 3 temps. Pression, état, réponse. C'est simple. D'abord, il y a une pression, une activité humaine, comme le surpâturage. Cette pression change l'état de l'environnement. Par exemple, le sol s'use, il s'érode. Et face à ça, la société apporte une réponse. On met en place une nouvelle façon de gérer les troupeaux, par exemple. Pression, état, réponse. C'est un cadre logique qui permet de bien cibler les actions. Et en pratique, comment on mesure tout ça? Grâce à des outils bien concrets. D'un côté, on a la haute technologie, comme les satellites, qui nous donnent une vue d'ensemble, de très haut. Et de l'autre, on a le travail de terrain, avec des réseaux d'observatoires, comme le réseau Roselt, dans la région du Sahara, qui collecte des données très précises,
année après année. C'est la combinaison des deux qui est puissante. Ok, on a le diagnostic, on a les outils pour surveiller. Maintenant, la grande question, quelle est la solution ? Si on a bien suivi, on a vu que les causes profondes sont souvent liées à des problèmes de développement. Logiquement, la solution doit donc se trouver là aussi. Et c'est ça, le point absolument central. La lutte contre la désertification, ce n'est pas juste une question écologique, ce n'est pas juste planter des arbres, c'est pliant plus large. C'est une question de développement, et plus précisément de développement durable. Le but, c'est de trouver un équilibre qui permette aux gens qui vivent sur ces terres d'améliorer leur vie, mais sans scier la branche sur laquelle ils sont assis, sans détruire les ressources qui sont la clé de leur avenir. Et finalement, tout nous ramène à cette question. Comment trouver le juste milieu? Comment répondre aux besoins d'une population qui grandit, tout en préservant la santé de cette terre qui nous nourrit tous? Ce défi, il ne concerne pas que les habitants des zones arides. Il nous concerne tous, absolument tous. Parce que trouver cet équilibre, c'est peut-être bien le plus grand défi de notre époque. Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question fondamentale, une question qui nous concerne tous. Au fond, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Et pour explorer ça, on va plonger dans la science du clonage en s'appuyant sur les travaux passionnants de Francisco Ayala. Alors, demandons-nous un instant. Est-ce que tout est déjà écrit dans nos gènes? Ou bien est-ce que ce sont nos expériences, nos choix, notre parcours de vie qui sculptent la personne que l'on devient? C'est vraiment la question de départ pour comprendre tout le débat sur le clonage humain. Bon, pour commencer, il faut savoir un truc essentiel sur l'espèce humaine. On fonctionne avec un double système d'héritage. Et ça, c'est une particularité qui nous rend vraiment uniques dans le monde du vivant. Il faut voir ça comme deux flux parallèles. D'un côté, on a l'héritage biologique, nos gènes qui nous sont transmis de parents à enfants. C'est une transmission assez lente, verticale, qui évolue au gré des mutations, un peu au hasard. Et de l'autre côté, on a l'héritage culturel. Et là, on parle des idées, des savoirs, de la technologie. Cet héritage-là, il est beaucoup plus explosif. Il peut se transmettre à tout le monde très très vite. Pensez juste à la vitesse à laquelle une information circule sur Internet aujourd'hui. Et c'est ça, la grande différence. Pour survivre au froid, un léopard des neiges a mis des milliers d'années à développer une fourrure épaisse. Nous, on a inventé le manteau et le chauffage. On voit bien que c'est notre évolution culturelle, bien plus rapide que la biologique, qui est devenue notre véritable super-pouvoir. C'est elle qui explique notre succès incroyable sur cette planète. Sauf que ce succès culturel, et particulièrement en médecine, a créé une sorte de paradoxe, un vrai dilemme pour notre avenir biologique. Plus de 2000. C'est le nombre de maladies humaines pour lesquelles on sait, aujourd'hui, qu'elles ont une cause génétique directe. Ça donne une idée de l'ampleur du défi pour la médecine moderne. Le généticien H.G. Müller a mis le doigt dessus avec cette phrase assez percutante. En gros, il dit qu'en sauvant des vies grâce à la médecine, on permet aussi à des gènes qui causent des maladies de continuer à être transmis aux générations suivantes. C'est un vrai cercle vicieux. La grande crainte de Müller, c'était ça. Un futur où l'humanité deviendrait une sorte de collection d'invalides, entièrement dépendants de la technologie pour compenser nos faiblesses génétiques. Une société où l'on passerait notre temps à réparer les conséquences plutôt qu'à prévenir les causes. Et c'est justement face à ce dilemme que l'idée du clonage refait parfois surface. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment cloner un individu? Pour y répondre, il faut absolument faire la différence entre deux concepts clés, le génotype et le phénotype. L'image la plus simple, c'est celle de l'architecture. Le génotype, c'est le plan de la maison, c'est l'ensemble de vos gènes. Mais le phénotype, eh bien, c'est la maison une fois qu'elle est construite. Et cette maison, elle est unique. Pourquoi? Parce que sa forme finale dépend des matériaux utilisés, de la météo pendant les travaux, de la décoration, bref, de tout l'environnement. Le phénotype, c'est la personne dans sa globalité, le résultat de l'interaction constante entre le plan génétique et la vie, tout simplement. Regardez cette expérience, elle est fascinante. Ces trois plantes sont des clones parfaits. Elles ont exactement le même ADN. Pourtant, le résultat est sans appel. En fonction de l'altitude où elles ont poussé, elles sont devenues radicalement différentes. L'une est grande et forte, l'autre toute petite, et la dernière n'a même pas survécu. On a le même plan, mais des bâtiments totalement différents. Et attention, ça marche aussi pour le comportement. Des chercheurs ont créé deux lignées de rats, des brillants et des stupides, pour se repérer dans un labyrinthe. Quand l'environnement est neutre, la génétique parle. Mais si on met tous ces rats dans un environnement super stimulant, riche en expérience, la différence s'estompe presque complètement. L'environnement a permis de compenser le désavantage génétique. La conclusion est donc très claire. On peut cloner un génome, c'est-à-dire le plan génétique, mais on ne peut pas cloner un individu. On ne peut tout simplement pas dupliquer une vie entière d'expériences, de rencontres, de joies et de peines qui nous ont façonnés.
Cette distinction est capitale. Elle nous montre qu'il y a en fait deux futurs possibles pour le clonage. L'un qui tient de la science-fiction et l'autre qui est de la science bien réelle et pleine de promesses. Il faut donc bien faire le trait. D'un côté, il y a le clonage reproductif, celui des films, qui viserait à créer une copie d'un être humain. C'est non seulement interdit un peu partout, mais c'est aussi techniquement très dangereux. Et de l'autre côté, on a le clonage thérapeutique. Là, le but n'est pas de créer un individu, mais de produire en laboratoire des cellules qui sont génétiquement identiques à celles d'un patient pour pouvoir le soigner. Pour être clair, le clonage reproductif, c'est une impasse. Pour obtenir la célèbre brebis Dolly, il a fallu 260 tentatives. Et les rares clones qui naissent souffrent très souvent de graves problèmes de santé, de vieillissement accéléré. Et puis, même si la technique était parfaite, le problème éthique serait immense. Comme le disait un généticien, rien ne garantit que le clone d'Einstein ne deviendrait pas un tyran. Par contre, le clonage thérapeutique, là, les perspectives sont incroyables. Imaginez un peu, créer un nouveau foie ou un nouveau rein pour un malade à partir de ses propres cellules. Résultat, aucun risque de rejet. On pourrait envisager de réparer des lésions de la moelle épinière, de traiter des maladies comme Parkinson. C'est vraiment là que se situe l'avenir de cette technologie. Au final, le mythe du clonage d'une personne, de sa photocopie, s'effondre face à la réalité scientifique. Mais, alors que cette porte de la science-fiction se ferme, une autre, bien plus vertigineuse, est en train de s'ouvrir en grand, celle de l'édition génétique. La question n'est plus de copier le passé, mais de pouvoir réécrire notre propre code génétique pour l'avenir. Et face à ce pouvoir immense, la question du début, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes, devient plus essentielle que jamais. Le visage de son premier amour, l'odeur de la maison de notre enfance, ou même, plus simplement, savoir faire du vélo. Qu'est-ce que tous ces moments ont en commun ? Eh bien, ce sont des souvenirs. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'une chose aussi immatérielle qu'une expérience peut se transformer en quelque chose de physique à l'intérieur de notre cerveau ? C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Il faut tout de suite se débarrasser d'une idée reçue. Non, la mémoire n'est pas une sorte de nuage abstrait d'informations. La réalité, elle est bien plus concrète. En fait, chaque souvenir, absolument chaque pensée, est une structure physique. C'est une modification bien réelle de l'architecture de notre cerveau. Oui, un souvenir, c'est donc littéralement gravé dans notre tissu neuronal. Mais alors, comment ? Comment est-ce qu'une expérience, une simple pensée ou une compétence finit par devenir une véritable structure physique ? C'est cette question, absolument fascinante, qui va être notre fil rouge. Bon, pour comprendre comment un souvenir se grave, la première étape, c'est de savoir où le cerveau va le classer. On peut imaginer ça un peu comme une immense bibliothèque, mais avec des systèmes de classement vraiment très, très différents. Alors, dans cette bibliothèque, il y a deux grandes sections pour la mémoire à long terme. D'un côté, on a la mémoire explicite, c'est un peu notre encyclopédie personnelle, vous savez, tous les faits qu'on peut raconter. La capitale de la France, ce qu'on a mangé hier. Et de l'autre côté, il y a la mémoire implicite, et celle-là, elle est bien plus mystérieuse. C'est le savoir-faire, ce qui est gravé dans le corps. C'est fascinant. Personne ne peut vraiment expliquer avec des mots comment on tient en équilibre sur un vélo, et pourtant, notre corps, lui, il s'en souvient parfaitement. D'ailleurs, une très grande partie de ce qu'on sait sur ces deux types de mémoire, on le doit à un seul cas médical, un cas qui a complètement changé l'histoire des neurosciences. C'est l'histoire d'un patient connu sous les initiales HM qui a été opéré en 1953 pour une épilepsie absolument terrible. Pendant cette opération, les chirurgiens lui ont retiré une petite structure en forme d'hippocampe, d'où son nom. Et le résultat a été à la fois un succès et une tragédie. Son épilepsie a totalement disparu, oui, mais le prix à payer a été terrible. À partir de ce jour-là, HM est devenu prisonnier de l'instant présent. Il était devenu incapable de former le moindre nouveau souvenir conscient. Et c'est là que l'histoire devient absolument incroyable. Les médecins lui ont fait passer un test. Il devait dessiner une étoile en ne regardant sa main que dans un miroir, ce qui est très difficile. Le premier jour, évidemment, c'était une catastrophe. Mais jour après jour, il devenait meilleur, de plus en plus précis, jusqu'à ce qu'il y arrive parfaitement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que chaque matin, il jurait n'avoir jamais fait ce test de sa vie. C'était la preuve vivante. Sa mémoire implicite, le savoir-faire, continuait d'apprendre, alors que sa mémoire explicite, celle des faits, était complètement bloquée. Ces deux systèmes sont donc bien distincts. Le cas de HM a donc permis de mettre un nom sur le grand architecte de nos souvenirs explicites, l'hippocampe. Attention, il ne les stocke pas lui-même. Il faut plutôt le voir comme l'outil indispensable qui prend nos expériences du moment, nos expériences éphémères, et les transforme en souvenirs durables. Ok. Donc, l'histoire de HM nous a montré où, dans quelle région du cerveau ça se passe. Maintenant, il est temps de zoomer pour voir comment ça se passe. On va plonger au cœur du langage secret des neurones et de leur connexion.
C'est là qu'on touche à une véritable révolution dans notre façon de comprendre la mémoire. Pendant très longtemps, on a cherché une sorte de molécule de la mémoire. On pensait qu'un souvenir était un objet qu'on pouvait isoler quelque part. Mais la mémoire, ce n'est pas une chose, c'est une relation. Elle n'existe pas dans les neurones, mais bien entre eux. C'est le motif, le dessin unique de leur connexion qui est le souvenir. Réfléchissez-y une seconde. Ça veut dire que chaque chose qu'on apprend, chaque expérience qu'on vit, laisse une véritable trace physique. Elle vient modifier la force, l'efficacité des connexions entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses. En d'autres termes, apprendre, c'est littéralement, physiquement, reconstruire son propre cerveau. Alors, comment ça se passe concrètement ? On va zoomer encore un coup au niveau microscopique sur une seule connexion pour assister à la naissance même d'un souvenir. Et tout commence par une petite étincelle, une étincelle synaptique. Le mécanisme clé, il a un nom un peu barbare, c'est la potentialisation à long terme, ou PLT. Mais l'idée est assez simple. Imaginez un sentier dans une forêt. La première fois, il est à peine visible. Mais plus on l'emprunte, plus le passage devient facile, évident. C'est pareil pour les neurones. Un signal intense ou répété va rendre le chemin entre deux neurones plus efficace. En gros, cette stimulation forte va ouvrir une sorte de porte moléculaire qui va lancer des travaux pour en quelque sorte goudronner la voie et la rendre plus rapide à l'avenir. Et cette fameuse porte moléculaire, eh bien la voici. C'est le héros de notre histoire à l'échelle microscopique, le récepteur NMDA. C'est un gardien très spécial. Il ne s'ouvre que si et seulement si deux conditions sont réunies en même temps. Il faut que le neurone d'en face envoie un signal et il faut que le neurone qui porte ce récepteur soit lui aussi activé. C'est un détecteur de coïncidence. C'est le mécanisme biologique qui est à la base de l'association d'idées. Bon, et alors, que se passe-t-il quand cette porte NMDA s'ouvre enfin ? C'est simple, c'est les vannes qui s'ouvrent. Des ions calcium qui se trouvent à l'extérieur de la cellule s'y engouffrent massivement. Et cette vague de calcium, c'est ça, l'étincelle dont on parlait. C'est le pistolet de départ qui va lancer une immense cascade de réactions chimiques, toutes avec un seul et unique objectif, renforcer cette connexion. Mais attention, ce renforcement, il est immédiat, mais il est temporaire. Pour l'instant, on n'a créé qu'un souvenir à court terme. Pour que ce souvenir dure des semaines, des mois, des années, il faut le graver dans le marbre. Ou plus exactement, il faut le reconstruire en suivant un tout nouveau plan moléculaire. Oui, parce que ce renforcement initial, il ne dure que quelques heures. Pour créer une mémoire à long terme, la cellule doit passer à la vitesse supérieure. Elle doit lancer un véritable programme de construction. Ça veut dire qu'elle doit aller jusqu'à son noyau pour activer des gènes et lancer la fabrication de nouvelles protéines qui vont aller remodifier physiquement la connexion. Et cette reconstruction, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus qui demande de la patience. Un souvenir solide ne naît pas en une seconde. Ça prend des heures, parfois même des jours. C'est une cascade biologique complexe. D'abord, des gènes interrupteurs sont activés dans le noyau. Eux, ils vont commander la fabrication de nouvelles protéines, de véritables protéines ouvrières. Ces ouvrières vont ensuite voyager jusqu'à la connexion, jusqu'à la synapse pour la reconstruire, la renforcer. Un souvenir qui dure, c'est un souvenir qui a été physiquement bâti. Et au final, le résultat de tout ce chantier, c'est une transformation physique, visible au microscope. Le souvenir n'est plus une simple impulsion électrique, éphémère. Non, c'est une véritable trace, presque une cicatrice, dans le réseau de neurones. Les synapses peuvent changer de forme, grossir, devenir plus sensibles, parfois même des connexions entièrement nouvelles sont créées. C'est la pensée qui est devenue matière. Alors, il faut vraiment abandonner l'image qu'on a tous du souvenir comme une sorte de vieux film stocké dans une archive. C'est tout le contraire. Nos souvenirs sont des structures physiques, vivantes, dynamiques, qui sont constamment construites, renforcées et parfois même affaiblies par absolument chacune de nos expériences. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si nos souvenirs, qui sont quand même la base de notre identité, sont en fait des structures biologiques en perpétuelle reconstruction, alors au fond, qui sommes-nous vraiment ? La corrosion, on la voit partout autour de nous. Sur les vieux portails, les ponts et les coques de bateaux, on a tendance à y voir une simple décomposition, un signe de vieillesse. Mais si on y regardait d'un peu plus près, et si c'était en fait un processus chimique absolument fascinant, une sorte de retour aux sources. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour décortiquer ce phénomène. On connaît tous cette image, l'arouilla, cette matière rouge, friable, qui a l'air de littéralement dévorer le métal. C'est le visage le plus connu de la corrosion. Mais cette couleur, cette texture, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Non, c'est le résultat bien visible d'une bataille invisible qui se joue à l'échelle atonique. Voilà la question centrale.
Et pour y répondre, ça ne suffit pas de regarder la surface. Il faut comprendre la danse assez subtile qui se joue entre le métal, l'air et l'eau. C'est une véritable enquête scientifique qui nous attend. Bon, on quitte ce qu'on peut voir à l'œil nu pour aller vers l'infiniment petit. Parce que la rouille, ce n'est pas une simple dégradation. C'est une réaction électrochimique. Et oui, ça veut bien dire qu'il y a de l'électricité dans l'histoire. Voilà la définition scientifique. Le mot-clé à retenir ici, c'est électrochimique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que le processus implique à la fois de la chimie, donc une transformation de la matière, et de l'électricité, c'est-à-dire un mouvement d'électrons. C'est vraiment le cœur du mystère. Pour que cette magie un peu destructrice opère, il faut une recette bien précise. C'est un peu comme en cuisine, il faut 3 ingrédients et ils sont tous indispensables. D'abord, le métal, du fer par exemple. Ensuite, un oxydant, comme l'oxygène qu'on respire. Et enfin, un électrolyte, en gros de l'eau. Même une simple humidité dans l'air, ça suffit. Si un seul de ces 3 éléments manque à l'appel, la réaction s'arrête net. C'est ici que tout se joue. Quand ces 3 ingrédients sont réunis, un microcircuit électrique se met en place. Une partie du métal, qu'on appelle l'anode, commence à se dissoudre. Elle libère des électrons qui se mettent à voyager à travers l'eau, un peu comme sur une autoroute. Et ces électrons, ils sont ensuite captés par l'oxygène de l'air. Cet échange, cette perte d'électrons par le fer, c'est ça qu'on appelle l'oxydation. D'une certaine manière, le métal se sacrifie. Maintenant, voyons comment ça se passe dans le monde réel. Ce processus peut être très lent, mais certains facteurs dans notre environnement peuvent appuyer sur l'accélérateur et transformer une lente dégradation en une destruction galopante. Prenons l'exemple d'une voiture en hiver. Pourquoi rouille-t-elle plus vite ? C'est tout simple. L'humidité est très présente et surtout, les sels de déneigement sur les routes transforment l'eau en un superconducteur, une véritable autoroute à 5 voies pour les électrons. La pollution de l'air, notamment près des zones industrielles, agit aussi comme un catalyseur redoutable. Et ça illustre l'idée à la perfection. Imaginez un outil en métal laissé dans un désert. Il peut rester quasi intact pendant des décennies. Le même outil, abandonné sur une plage face à l'océan, sera dévoré par la rouille en quelques années à peine. L'environnement, c'est vraiment le chef d'orchestre de la corrosion. Mais attention, l'histoire n'est pas si simple. Jusqu'à maintenant, on a vu la corrosion comme l'ennemi public numéro 1. Et si, dans certains cas, elle pouvait être une alliée ? Regardez cette comparaison. La rouille du fer est poreuse, friable. Elle se détache et expose constamment du métal tout neuf à l'attaque. C'est un cycle sans fin qui mène à la destruction. À l'inverse, le cuivre. Lui aussi, il s'oxyde, mais il forme cette fameuse patine vert de grès. Sauf que cette couche, elle, est stable. Elle adhère au métal et elle le protège. La corrosion devient une armure. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Pourquoi le fer est-il si enclin à s'autodétruire de la sorte ? En fait, la réponse se trouve dans son histoire, dans son cycle de vie naturel. Dans la nature, le fer existe sous forme de minerai, un oxyde. C'est sa forme stable, à basse énergie. Pour le transformer en acier, on doit lui injecter une quantité colossale d'énergie dans les hauts fourneaux. On le force en quelque sorte à devenir quelque chose qu'il n'est pas. L'acier est donc un état instable, plein d'énergie empruntée. Et la corrosion, eh bien, c'est tout simplement le processus par lequel l'acier relâche cette énergie pour retourner à son état d'origine, le minerai. Cette phrase, elle résume absolument tout. La rouille n'est pas une maladie du métal, c'est sa nature profonde qui s'exprime. C'est un retour à la maison, un soupir de soulagement, énergétique si on veut. On ne se bat pas contre une dégradation, on se bat contre la tendance naturelle de l'univers à rechercher la stabilité. Et c'est ça la question qui reste en suspens. Chaque pot de peinture, chaque revêtement protecteur, chaque alliage inoxydable est une tentative de mettre ce cycle sur pause. Mais est-ce une bataille qu'on peut vraiment gagner ou est-ce qu'on ne fait que négocier un sursis avec la nature ? Ça change complètement la perspective, n'est-ce pas ? L'eau. On la voit partout, tous les jours, sous plein de formes différentes. Mais est-ce qu'on s'arrête vraiment pour penser à l'incroyable voyage que fait une seule de ces molécules ? C'est un processus qui paraît simple, mais en réalité il est presque magique. C'est lui qui régit notre monde, de la goutte de rosée le matin jusqu'aux immenses glaciers. Alors aujourd'hui, on va suivre ce périple ensemble. Allez, on plonge directement dans le sujet. Ce schéma, ça va être notre carte, notre guide pour tout comprendre. Il nous montre les 3 grandes identités de l'eau, solide, liquide et gazeuse. Et il nous donne le nom de chaque passage, de chaque transformation possible. C'est la base de toute notre exploration. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se familiariser avec les 3 états de l'eau. Ensuite, on suivra l'eau dans son grand gel, puis on la regardera fondre. Après ça, on la verra s'envoler dans les airs. Et pour finir, on découvrira une règle d'or, une loi qui ne change absolument jamais, quoi qu'il arrive.
C'est parti pour la première étape. L'eau a en quelque sorte 3 personnalités bien distinctes, 3 manières d'être. Et tout ça, c'est juste une question de la façon dont ces molécules décident de s'organiser entre elles. Ce qui se passe à une échelle microscopique est juste fascinant. Quand l'eau est solide, imaginez des soldats en rang, parfaitement alignés, bien serrés, c'est la glace. À l'état liquide, c'est plus comme une foule dans un concert. Les molécules sont proches, mais elles bougent, elles glissent les unes contre les autres. Et à l'état gazeux, eh bien là, c'est chacun pour soi. Les molécules filent dans tous les sens, avec d'immenses espaces entre elles. Bon, passons maintenant à la première grande transformation. On va suivre ce voyage incroyable de l'eau liquide qui, en se refroidissant, va devenir de la glace, un solide. Le nom scientifique pour ce tour de magie, c'est la solidification. C'est tout simplement le passage de l'état liquide à l'état solide. C'est le moment où le désordre relatif du liquide s'organise pour former une structure cristalline parfaite. Pour bien observer ce qui se passe, on peut faire une petite expérience. On met de l'eau dans un tube à essai qu'on plonge dans un mélange super froid de glace pillée et de sel. Ce mélange, ça descend bien en dessous de zéro. Et avec un thermomètre, on note la température de l'eau minute par minute. Et voilà ce qu'on obtient. Ce graphique, cette courbe, elle raconte toute l'histoire. Au début, la température de l'eau liquide chute, c'est logique. Et puis d'un coup, il se passe un truc bizarre. La courbe devient toute plate. Elle ne descend plus. Et ce n'est qu'une fois que toute l'eau est gelée que la température se remet à baisser. Alors, que s'est-il passé pendant ce fameux palier? Le point crucial, il est là. Ce plateau, il se produit précisément, pile poil, à 0 degré Celsius. Et pendant tout ce temps, même si on continue de refroidir à l'extérieur, la température de l'eau qui gèle reste bloquée à 0 degré Celsius. C'est quand même fou, non? Pourquoi? Eh bien, voilà la réponse. Toute l'énergie qu'on retire à l'eau ne sert plus à la refroidir. Non, elle est entièrement utilisée pour faire quelque chose de beaucoup plus compliqué, réorganiser les molécules. C'est comme si toute l'énergie était mise au service de la transformation d'une foule en désordre en une armée parfaitement au garde à vous. C'est la naissance de la structure cristalline de la glace. Et si on faisait le chemin inverse? Maintenant, on va suivre la glace qui fond pour redevenir de l'eau liquide. En physique, ce processus a un nom bien précis, la fusion. C'est le passage de l'état solide à l'état liquide. C'est le moment où la structure rigide et parfaite de la glace se brise pour laisser place au mouvement et à la fluidité de l'eau. Là, on voit quelque chose de magnifique. La nature est symétrique. La courbe de fusion, c'est exactement l'image miroir de la solidification. On part d'un glaçon très froid, sa température monte, puis on arrive à 0 degré, et hop, on retrouve notre fameux plateau. La température ne bouge plus pendant toute la fonte. Une fois que la dernière parcelle de glace a disparu, la température de l'eau se remet à grimper. Mais le voyage n'est pas encore fini. Notre molécule d'eau a encore une étape à franchir, un grand saut à faire, passer de l'état liquide à l'état de gaz, de vapeur. Le nom général pour cette transformation, c'est la vaporisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait 2 chemins bien distants pour que l'eau puisse s'envoler. D'un côté, il y a l'ébullition. C'est le grand spectacle, un processus rapide, presque violent, avec des bulles partout. Ça se passe dans tout le liquide, mais seulement à une température précise, 100 degrés Celsius. De l'autre côté, on a l'évaporation. C'est beaucoup plus discret, un processus lent, silencieux, qui se passe uniquement à la surface de l'eau. Et ça peut arriver à n'importe quelle température. Regardons un peu la courbe d'ébullition. Ça commence à devenir une habitude, n'est-ce pas? La température de l'eau grimpe, et puis elle se bloque net sur un nouveau plateau. Cette fois, à 100 degrés Celsius. Et c'est la même histoire que pour la glace. Toute l'énergie qu'on donne à l'eau sert uniquement au changement d'état. Elle donne aux molécules la force de s'arracher et de s'échapper sous forme de vapeur. Et pour l'évaporation, ce processus plus lent, il y a des astuces pour l'accélérer. Par exemple, plus la surface de contact avec l'air est grande, comme une flaque d'eau bien étalée, plus les molécules ont de portes de sortie. Si l'eau est plus chaude, les molécules ont plus d'énergie, donc elles s'échappent plus facilement. Le vent, lui, il agit comme un balai. Il chasse les molécules déjà évaporées pour faire de la place aux nouvelles. Et enfin, un air bien sec, c'est comme une éponge qui a soif. Il est prêt à absorber beaucoup plus de vapeur. Au milieu de tous ces changements, de toutes ces transformations spectaculaires, il y a des lois physiques, des règles du jeu, qui, elles, ne bougent absolument jamais. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Que l'eau soit de la glace, un liquide ou de la vapeur, sa quantité de matière, sa masse, ne change jamais. On ne perd aucune molécule en route, on n'en crée aucune, elles ne font que se réorganiser. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de la masse. Et cette image, c'est la preuve ultime. On met un bloc de glace sur une balance, disons qu'il pèse 69 grammes. On attend tranquillement qu'il fonde. Et quand on pèse l'eau liquide obtenue, eh bien la balance affiche toujours 69 grammes. Rien n'a été perdu. Le nombre de molécules est resté le même, c'est juste leur dense qui a changé.
Finalement, le voyage d'une molécule d'eau, c'est une histoire de transformation constante, mais aussi de lois immuables. C'est une physique d'une élégance folle qui se déroule sous nos yeux, tous les jours, dans notre cuisine ou dans les nuages. Et ça amène à se poser une question. Combien d'autres phénomènes de notre quotidien cachent comme ça une science aussi fascinante? Alors, quand on lève les yeux vers le ciel la nuit, on a cette impression de voir l'univers dans son ensemble. Mais la vérité, c'est que tout ce qu'on peut voir, chaque étoile, chaque galaxie, chaque planète, eh bien ce n'est qu'une infime fraction de ce qui existe vraiment. La majeure partie de l'univers reste en fait un profond mystère. Pour essayer de percer ce mystère, il faut se poser une question toute simple, mais fondamentale. Nos galaxies, elles tournent à des vitesses folles. Alors, qu'est-ce qui les empêche de se disloquer, de s'éparpiller façon puzzle dans le vide intersidéral? La réponse, on va le voir, nous lance dans une véritable enquête cosmique. Bon, c'est parti. Plongeons dans le vif du sujet. Notre histoire ne commence pas avec des télescopes spatiaux dernier cri, non, mais dans les années 30, avec un astronome qui a remarqué que quelque chose clochait sérieusement dans la façon dont notre propre galaxie bougeait. Et voici le premier détective de notre histoire, l'astronome néerlandais Jan Oort. En 1932, alors qu'il étudie la Voie lactée, il tombe sur une pièce du puzzle qui ne colle juste pas avec le reste. Les étoiles, elles ne se comportaient pas du tout comme elles auraient dû. Et voilà le cœur du problème découvert par Oort. D'un côté, on estime la masse d'une étoile en regardant sa luminosité. Plus elle brille, plus elle est massive, logique. De l'autre, on mesure sa vitesse avec l'effet Doppler, un peu comme le son d'une ambulance qui change quand elle passe à côté de nous. Le souci, c'est qu'en comparant les deux, Oort a trouvé une contradiction flagrante. La masse qu'on pouvait voir ne créait pas assez de gravité pour retenir ces étoiles qui filaient à toute allure. Donc, pour résumer, c'est ça le point crucial. D'après les calculs basés sur la matière visible, ces étoiles allaient tellement vite qu'elles auraient dû être éjectées de la galaxie depuis belle lurette. Il manquait clairement quelque chose pour les retenir, une sorte de colle gravitationnel. Le mystère était officiellement posé. On avance d'un cran. Le mystère prend de l'ampleur. On ne regarde plus seulement notre galaxie, mais des structures bien plus vastes. Et là, le problème de la masse manquante devient carrément impossible à ignorer. C'est aussi à ce moment-là que notre coupable invisible va enfin recevoir un nom. À peine un an après Ornar, en 1933, un autre astronome, Fritz Zwicky, décide de voir les choses en grand. Lui, il ne s'intéresse pas à une seule galaxie, mais à un amas de galaxies entiers, l'amas de Coma. Et ce qu'il va découvrir là-bas, c'est juste stupéfiant. Le calcul de Zwicky est sans appel. Pour que l'amas de Coma puisse tenir en un seul morceau, il devait contenir, attention, 50 fois plus de masse que ce que l'on pouvait voir. 50 fois! Ce n'était plus une petite anomalie, là. C'était un gouffre béant dans notre compréhension de l'univers. Et Zwicky ne s'est pas contenté d'identifier l'ampleur du problème. Il lui a aussi donné son nom, devenu célèbre depuis. Dunkle en allemand, que l'on traduit par matière noire. Il a émis l'hypothèse que c'était cette masse invisible qui fournissait la gravité manquante, la fameuse colle cosmique. Et pourtant, son idée, aussi géniale soit-elle, est complètement tombée dans l'oubli. Quand on regarde le nombre de fois où son article de 1937 a été cité par d'autres scientifiques, c'est frappant. Pendant près de 40 ans, sa découverte a été ignorée. Il a fallu attendre une nouvelle génération de chercheurs, et surtout de nouvelles technologies, pour que le monde s'y intéresse de nouveau. On arrive maintenant au grand tournant de notre histoire. Dans les années 70, la technologie a enfin rattrapé la théorie. Et une astronome incroyablement tenace va apporter la preuve que, cette fois, plus personne ne pourra ignorer. Voici Vera Rubin et son collègue Kent Ford. Ils ont utilisé un spectrographe tout nouveau, beaucoup plus puissant, pour mesurer avec une précision inégalée la vitesse de rotation des étoiles, notamment dans la galaxie d'Andromède, notre voisine. Et voilà le cœur de leur découverte. La physique classique, comme pour les planètes de notre système solaire, prédisait une chose. Les étoiles les plus loin du centre de la galaxie devraient tourner beaucoup plus lentement. Mais ce que Rubin a observé, c'était complètement différent. Les étoiles à la périphérie allaient aussi vite que celles proches du centre. Ça, c'est la preuve irréfutable, le graphique qui a tout changé. La ligne en pointillé, c'est la vitesse à laquelle les étoiles devraient aller si on ne compte que la matière visible. Mais la ligne pleine, ce sont les vraies mesures de Vera Rubin. Cette courbe de rotation plate, comme on l'appelle, allait à l'encontre de toute logique. Il n'y avait qu'une seule explication possible, la plus grande partie de la masse de la galaxie était invisible. Vera Rubin elle-même l'a résumé parfaitement. La conclusion est inéluctable. La masse, contrairement à la luminosité, n'est pas concentrée près du centre des galaxies spirales. En clair, ce que l'on voit n'est absolument pas représentatif de ce qui compose la galaxie. Bon, maintenant que l'existence de la matière noire est prouvée, la question c'est « mais qu'est-ce que c'est au juste ?» On passe de la preuve de son existence à l'établissement de son portrait robot. Qu'est-ce qu'on sait sur notre mystérieux coupable ? D'abord, pour se faire une idée de l'échelle, si on ne prend que la masse dans l'univers,
La matière ordinaire, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, des étoiles aux êtres humains, ça ne représente que 20%. Les 80% restants, c'est de la matière noire. Elle est partout et elle domine complètement l'univers. Alors, voilà le profil du suspect. Premièrement, elle est noire. Ça veut dire qu'elle n'émet pas de lumière, n'en absorbe pas et qu'elle est électriquement neutre. Elle est stable, on sait qu'elle interagit avec la gravité, c'est comme ça qu'on l'a repérée. On pense aussi qu'elle interagit via ce qu'on appelle la force faible, mais alors de façon extrêmement rare. Et surtout, ça doit être une particule entièrement nouvelle qui ne figure pas dans notre catalogue actuel des particules, le fameux modèle standard de la physique. Et tout ça nous amène à la dernière partie de notre enquête, la chasse est ouverte. Aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des milliers de scientifiques tentent de capturer, de détecter enfin cette particule insaisissable. Cette grande traque se déroule sur 3 fronts. Il y a la détection directe, où l'on espère qu'une particule de matière noire vienne percuter un détecteur. Il y a la détection indirecte, où l'on cherche les débris de particules de matière noire qui se seraient anéanties. Et enfin, il y a la production en collisionneur, où l'on essaye carrément d'en créer en laboratoire. La détection directe, c'est une sacrée leçon de patience. Imaginez, des scientifiques construisent des détecteurs d'une sensibilité inouïe qu'ils enterrent très profondément sous terre pour les protéger des autres particules. Et là, ils attendent. Ils attendent le moment extrêmement rare où une particule de matière noire viendrait frapper un seul et unique atome dans leur machine. Pour que ce soit un peu plus concret, on estime que dans le volume d'une simple tasse de café, il y a en permanence environ une particule de matière noire. Elle est là, elle nous traverse en ce moment même. Mais comme elle interagit si peu, la détecter est un défi absolument immense. On termine donc là où on a commencé, avec un mystère. 80% de la masse de l'univers nous est invisible. Si on arrive à la découvrir, on ne résoudra pas seulement l'énigme des galaxies, on ouvrira un chapitre complètement nouveau de la physique. Alors la question reste ouverte. Que va-t-on bien pouvoir découvrir dans le noir ? On a ici une substance vraiment paradoxale. D'un côté, une véritable arme de destruction, de l'autre, quelque chose de tellement inoffensif qu'on pourrait le tenir au creux de sa main. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fascinant mystère chimique. Alors la grande question, c'est comment un métal peut-il être capable de détruire, disons, un ordinateur, au point d'être banni des avions, et en même temps être totalement sans danger pour la peau humaine. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre. Bon, assez de suspense. Ce fameux métal au cœur de notre histoire, eh bien, il s'appelle le gallium. Le gallium, qu'est-ce que c'est ? C'est un métal assez mou, argenté, et quand il est liquide, il fait un peu penser au mercure, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est beaucoup moins toxique. Et sa particularité, vraiment la clé de tous, c'est son point de fusion qui est exceptionnellement bas. Et quand je dis bas, regardez ce chiffre, 30 degrés Celsius, 30 degrés. C'est à peine plus chaud qu'une journée d'été. En gros, ça veut dire que ce métal, qui est solide à température ambiante, eh bien, il suffit de le prendre dans sa main pour qu'il se mette à fondre. C'est ça qui le rend si spécial. Ok, maintenant qu'on a fait connaissance, voyons la première partie du paradoxe, son côté, disons, destructeur. C'est là que le gallium montre vraiment son visage le plus agressif, surtout face à un métal qu'on utilise absolument tous les jours. Alors comment ça marche exactement ? Le gallium, il ne va pas dissoudre l'aluminium comme le fera un acide, pas du tout. C'est plus subtil. En fait, il s'infiltre, il passe à travers sa couche de protection naturelle et il va s'intégrer directement dans sa structure. Il crée un nouvel alliage. Et c'est là que tout bascule. Ce nouvel alliage est incroyablement fragile. L'aluminium devient cassant, mais vraiment cassant comme du verre. D'ailleurs, la source qu'on a consultée utilise une expression qui parle d'elle-même. C'est horriblement destructeur. Voilà. Et là, on comprend tout de suite mieux pourquoi ce truc est formellement interdit dans les avions. On imagine juste une seconde, une petite goutte de gallium qui tombe sur une pièce en alu de l'avion. Les conséquences seraient... Non, c'est juste impensable. Mais bon, ça c'est le côté obscur du gallium. L'histoire a un autre visage, beaucoup plus surprenant. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand ce même métal nous touche nous ? Logiquement, on se dit qu'un truc capable de rendre l'aluminium à métal quand même super solide, aussi fragile que du verre, ça doit être terrible pour la peau, non ? On s'attendrait à des brûlures, à une réaction assez violente. Eh bien, la réalité est complètement différente. Et voilà, la solution du paradoxe. D'un côté, sur l'aluminium, c'est une catastrophe, on l'a vu. De l'autre, sur la peau humaine, eh bien, au pire, ça peut être un tout petit peu irritant. Mais pourquoi une telle différence ? C'est assez simple, en fait. Notre peau, elle est organique. Elle n'a pas de structure en métal dans laquelle le gallium pourrait s'infiltrer. Du coup, il reste juste à la surface, il ne peut rien faire, et il suffit d'un peu d'eau et de savon pour s'en débarrasser. C'est tout. Donc au final, le gallium est un exemple parfait de paradoxe. Sa nature, qu'elle soit destructrice ou inoffensive, dépend juste de la surface qu'il touche. Un simple contact et le résultat peut être radicalement différent.
Donc, si on doit retenir l'essentiel, c'est ça. Pour l'aluminium, le gallium est l'ennemi public numéro 1, d'où l'interdiction dans les avions, c'est logique. Mais pour nous, pour notre peau, son impact est vraiment minime et ça se nettoie très facilement. C'est vraiment cette double personnalité qui le rend si fascinant. Et ça laisse songeur, non? Ça pousse à se demander combien d'autres éléments qu'on croise tous les jours cachent en fait des propriétés aussi surprenantes, des secrets aussi spectaculaires. Clairement, le monde qui nous entoure est plein de surprises. Imaginez un liquide qui se transforme en une sculpture de cristal en une fraction de seconde sous nos yeux. Non, ce n'est pas un tour de magie, c'est de la science pure. Et on va décortiquer ce phénomène assez incroyable ensemble. Oui, imaginez bien ça, un liquide aussi clair que de l'eau, au moindre contact, il se fige comme ça d'un coup en une sculpture de cristal et en plus il devient chaud, vraiment très chaud, instantanément. Alors comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors plongeons dans ce qu'on appelle la glace chaude. Un nom assez paradoxal, n'est-ce pas? On va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ce phénomène. La première chose à bien comprendre, c'est que non, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est un processus scientifique parfaitement reproductible, et on peut tout à fait le comprendre, c'est de la chimie pure et simple, mais qui s'exprime de manière vraiment spectaculaire. Bon, le secret, il est où? Eh bien, il est dans la solution elle-même. Alors, de quoi est faite cette fameuse potion magique? Et la réponse est étonnamment simple, vraiment. Il ne faut que 2 choses. D'abord, de l'acétate de sodium. C'est une sorte de sel, tout simplement. Et ensuite, de l'eau distillée. C'est tout. La magie, si on peut dire, réside vraiment dans la façon dont on va combiner les deux. Alors comment on prépare ça? En 4 étapes assez simples en fait. On pèse le sel, on ajoute un peu d'eau, mais c'est l'étape 3 qui est absolument cruciale. On chauffe le mélange. Pourquoi? Pour forcer l'eau à dissoudre beaucoup plus de sel que ce qu'elle pourrait faire normalement. Et enfin, étape 4, on laisse le tout refroidir très lentement. Et surtout, sans y toucher. Et c'est ce refroidissement lent et contrôlé qui va amener la solution dans un état très particulier. Un état d'équilibre incroyablement fragile. C'est vraiment là que se trouve le cœur de l'explication scientifique. Le premier concept clé à comprendre, c'est ce qu'on appelle la sursaturation. En gros, on a en quelque sorte trompé l'eau. En chauffant, on l'a forcée à absorber une quantité de sel qu'elle devrait normalement recracher une fois revenue à température ambiante. À ce stade, la solution est surchargée, elle est pleine à craquer de sel dissous. Ce qui nous amène directement au deuxième concept, l'état métastable. En apparence, la solution a l'air parfaitement stable. Elle est liquide, elle est transparente, mais c'est une illusion. En réalité, elle est aussi fragile qu'un château de cartes, prête à s'effondrer à la moindre petite perturbation. Cette image illustre ça parfaitement. Il faut imaginer que notre solution, c'est la boule rouge, en équilibre précaire en haut de la petite colline. Ça, c'est l'état métastable. Il suffit d'une toute petite poussée pour la faire basculer dans la vallée vers l'état stable, la boule bleue. C'est un état d'énergie beaucoup plus bas. Et en descendant, elle libère toute l'énergie qu'elle avait en trop. Voilà, la solution est prête. Elle est là, dans son équilibre précaire, sur le fil du rasoir. Elle n'attend plus qu'une seule chose, le déclencheur. C'est vraiment un moment de pure tension chimique. Tout ce potentiel de transformation, il est là, contenu dans ce liquide qui a l'air si calme. C'est exactement comme un ressort qu'on aurait comprimé au maximum et qui n'attend que le plus petit prétexte pour se détendre d'un coup. La question qu'on se pose tous, c'est « Mais alors, c'est quoi cette fameuse poussée ? Qu'est-ce qui peut bien déclencher une réaction aussi spectaculaire, aussi rapide ?» Et la réponse est presque rien. C'est ça qui est fou. Il suffit d'ajouter un minuscule cristal du même sel, on appelle ça un cristal germe, mais une simple petite agitation, un remous, ou même le contact avec une surface solide, et hop, la réaction en chaîne est lancée. C'est ça la fragilité de l'état métastable. Ok, maintenant qu'on a compris le comment, intéressons-nous au résultat. Parce que non seulement le liquide se solidifie, mais il dégage de la chaleur. Et c'est là qu'on va voir comment toute cette science peut se retrouver littéralement entre nos mains. En fait, quand la solution passe de l'état liquide, qui est très désordonné, à l'état solide des cristaux, qui est lui très ordonné, eh bien ce passage libère de l'énergie. Toute l'énergie qui avait été stockée dans la solution se manifeste d'un coup sous forme de chaleur. Le terme scientifique pour ça, c'est une réaction exothermique. C'est facile à retenir. Exo comme extérieur et thermique pour la chaleur. C'est donc une réaction qui libère de la chaleur vers l'extérieur. Et l'application la plus connue de ce principe, c'est ça, la chaufferette de poche réutilisable. À l'intérieur, c'est exactement la solution dont on parle depuis le début. Et la petite pastille en métal qu'on clique, eh bien, elle ne fait que créer la petite perturbation nécessaire pour démarrer la cristallisation. Et donc, la chaleur. Alors, si on résume cette transformation incroyable, avant, on a un état liquide, métastable et plutôt froid.
Après, on a un état solide, stable et chaud. Le point clair à retenir, c'est vraiment ce passage de l'instabilité vers la stabilité qui libère toute cette énergie. Et le plus génial dans tout ça, c'est que le processus est entièrement réversible. Il suffit de plonger la chaufferette une fois qu'elle est solide et froide dans de l'eau bouillante, les cristaux vont se redissoudre et hop, elle est rechargée, prête à servir à nouveau. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de la glace chaude nous montre bien qu'un phénomène qui a tout l'air d'être magique peut avoir une explication scientifique super élégante. Alors ça pousse à se demander combien d'autres petits miracles du quotidien ne sont en fait que de la science fascinante qui attend juste qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Imaginez un instant, un pont de lumière pure qui apparaît comme par magie, après la pluie. C'est l'un des spectacles les plus incroyables de la nature. Mais comment ça fonctionne vraiment ? Aujourd'hui, on plonge dans la science fascinante de l'arc-en-ciel. Au-delà de sa beauté évidente, c'est quoi un arc-en-ciel d'un point de vue scientifique ? Ce n'est pas un objet qu'on peut toucher, ce n'est pas non plus une simple illusion. Non, c'est le résultat d'une chorégraphie hyper précise entre la lumière et l'eau. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Pour bien comprendre, il faut voir l'arc-en-ciel un peu comme une performance. Ouais, c'est un véritable spectacle céleste. Là où la physique de la lumière rencontre l'atmosphère. Une rencontre presque magique qui se produit juste sous nos yeux. Et pour que cette magie opère, il ne faut que deux acteurs principaux. D'un côté, on a la lumière du soleil, qui nous paraît toute blanche, et de l'autre, des milliards de toutes petites gouttes d'eau suspendues dans l'air, juste après une averse par exemple. Alors, ce premier acteur, la lumière du soleil, elle nous cache bien son jeu. On la voit blanche, mais en réalité, cette lumière est un véritable cocktail de toutes les couleurs qu'on connaît, celles de l'arc-en-ciel, du rouge jusqu'au violet. Elles sont toutes là, bien mélangées, et elles attendent juste le bon moment pour se montrer. La recette est donc d'une simplicité presque déconcertante. De la lumière du soleil et des gouttes d'eau. C'est tout. Mais le vrai secret, le cœur de l'action, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque gouttelette. C'est là que tout va changer. Allez, on change complètement d'échelle. On va zoomer sur une seule, minuscule goutte d'eau. Que se passe-t-il quand un rayon de lumière la rencontre ? C'est là, dans ce théâtre microscopique, que se cache tout le secret. Suivons le voyage d'un rayon de lumière. Première étape, la réfraction. En entrant dans la goutte, la lumière change de milieu, elle passe de l'air à l'eau et hop, elle se plie. C'est ce qui commence à séparer les couleurs. Deuxième étape, la réflexion. Le rayon rebondit sur le fond de la goutte, un peu comme une balle de ping-pong. Troisième étape, la dispersion. En sortant, la lumière se plie à nouveau et là les couleurs s'étalent pour de bon, de façon spectaculaire. D'accord, mais pourquoi est-ce que les couleurs se séparent ? Eh bien, tout est une question de longueur d'onde. La lumière rouge, avec sa grande longueur d'onde, est la moins déviée, la moins pliée. À l'inverse, le violet, avec sa longueur d'onde plus courte, est le plus courbé. Chaque couleur prend donc une trajectoire un tout petit peu différente, ce qui crée cet éventail parfait qui va du rouge au violet. Bon, maintenant qu'on a percé le secret d'une seule goutte, il est temps de dézoomer. Parce qu'un arc-en-ciel, évidemment, ce n'est pas le travail d'une seule goutte, mais de millions de gouttes qui agissent tout ensemble, comme un immense orchestre, pour créer cette symphonie de lumière. En fait, un arc-en-ciel, c'est avant tout une question de point de vue. Les conditions doivent être parfaites. Il faut avoir le soleil dans le dos, assez bas sur l'horizon, et un rideau de pluie devant soi. C'est cet alignement très précis qui explique pourquoi on les voit surtout le matin ou en fin de journée. Et là, attention, voilà une idée assez fascinante. L'arc-en-ciel qu'on observe est absolument unique à la personne qui le regarde. Il est créé par la lumière qui arrive à un œil depuis un ensemble de gouttes bien précises. La personne juste à côté, elle verra la lumière qui vient d'un autre groupe de gouttes. C'est donc une expérience optique strictement personnelle. Incroyable, non ? Et des fois, si on a de la chance, un deuxième arc, un peu plus pâle, peut apparaître au-dessus du premier. Il est dû à une double réflexion de la lumière à l'intérieur des gouttes. C'est ce rebond supplémentaire qui l'affaiblit et, petit détail amusant, qui inverse complètement l'ordre de ses couleurs. Le rouge se retrouve alors à l'intérieur. Finalement, qu'est-ce qu'un arc-en-ciel ? C'est bien plus qu'un phénomène météo, c'est une pure merveille de la physique, la preuve visible, magnifique, que notre univers est gouverné par des lois d'une élégance folle. Alors clarifions un point essentiel. Un arc-en-ciel n'est pas un objet. On ne peut pas aller à son pied pour y trouver un trésor. Mais attention, ce n'est pas non plus une simple illusion. C'est un phénomène optique bien réel, une sorte de sculpture de lumière totalement éphémère. C'est donc ça, un arc-en-ciel ? La manifestation précise et parfaitement visible des grandes lois de l'optique. La réfraction, la réflexion, la dispersion, toutes ces lois qui collaborent ensemble pour nous peindre le ciel. Alors la prochaine fois que le ciel offrira ce spectacle, qu'est-ce qu'on y verra ? Juste de jolies couleurs, ou bien le ballet cosmique de la lumière qui danse à travers des millions de gouttes d'eau ? Une performance unique, rien que pour nos yeux ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette explication.